Allez-vous perdre votre emploi? Combien de temps vous reste-t-il avant d'être remplacé par l'intelligence artificielle? Je pense que ce sujet intéresse aujourd'hui au minimum tous ceux qui ont moins de 80 ans. Votre enfant a-t-il choisi la bonne profession? Comment faire en sorte qu'il ne se retrouve pas coupé du monde, mis de côté et, comme on dit, jeté aux oubliettes de l'histoire? Le sujet de l'intelligence artificielle intéresse le public non pas tant sur le plan théorique que sur le plan purement pratique. En regardant autour de soi, on voit combien de tâches humaines sont déjà accomplies par cette intelligence. Et à la télévision comme sur Internet, nous sommes constamment bombardés de messages affirmant qu'un grand nombre de professions vont disparaître, s'éteindre et ne plus exister. Il n'est absolument pas clair quoi faire avec des millions, voire des milliards de personnes qui n'auront plus rien à faire. Comme on dit, ils vont devenir fous d'oisiveté. Que vont-ils faire ? Vont-ils voler, sombrer dans l'alcoolisme, passer leur journée à jouer à des jeux vidéo ou simplement régresser jusqu'à l'état de méduse? Essayons de comprendre cela, d'abord en regardant notre passé, ensuite en jetant un regard objectif, si possible, sur le présent, puis essayons d'utiliser, comme on dit, nos capacités d'analyse qui sont données à chacun. Mais bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui sait les utiliser, qui aime les utiliser ou qui les a déjà utilisés dans sa vie. Mon bon camarade Lev Pevsner vient justement de terminer un livre sur ce sujet précis. Premièrement, un lien vers ce livre sera fourni, et deuxièmement, il a une chaîne sur laquelle il parle de ce sujet ainsi que d'autres idées et événements complètement mal compris par l'humanité. J'ai toujours énormément de plaisir à l'écouter et à le lire. Voyons donc, parcourons quelques points de son livre que j'alternerai naturellement avec mes propres réflexions, idées et analyses. Et à la fin, je reviendrai encore une fois sur ce livre et je vous donnerai les informations pour savoir où trouver le lien vers celui-ci. L'un des grands épouvantails modernes, c'est que l'IA va arriver et qu'une multitude de gens vont perdre leur emploi. Comment allons-nous vivre? Comment allons-nous nourrir nos familles? Et les grèves commencent. Les scénaristes d'Hollywood exigent d'interdire l'utilisation de l'IA pour écrire des scénarios. Mais comment vont-ils faire la différence? Les avocats, les office managers, les traducteurs paniquent, ils pensent donc qu'ils ne seront plus nécessaires. Mais surtout, c'est la bureaucratie qui est terrifiée. Et la bureaucratie, c'est vraiment l'horreur. Et c'est très bien. Car tout ce que font les fonctionnaires, c'est appliquer des règles strictement définies et l'intelligence artificielle peut très bien s'en charger. Eh bien, pour le dire gentiment, beaucoup mieux. Il ne prendra même pas de pot de vin, contrairement aux gens. Bien sûr, on pourrait le programmer pour accepter des pots de vin, mais je pense que ce serait difficile. En général, il ne trichera pas non plus. Ce qui veut dire adieu au poste confortable, adieu à la vie bien nourrie et insouciante. Alors, à qui l'IA fait-elle vraiment peur et existe-t-il vraiment un tel danger pour l'humanité avec son apparition? Comment s'appelle-t-il? Le diable est-il aussi effrayant qu'on le peint? Donc, le problème est la perte d'emploi et l'apparition du chômage. Officiellement, le problème de la perte d'emploi due à la mécanisation du travail manuel, qui a provoqué des licenciements massifs, est apparu pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit bien sûr du mouvement des Luddites, c'est de cela que je parle. L'apparition des métiers à tisser mécanique a privé de travail et donc de moyens de subsistance des milliers de tisserands anglais qui se sont alors révoltés et ont déclenché des émeutes. D'une certaine manière, de façon étrange mais pas paradoxale, le vrai problème est de savoir quoi faire des personnes qui sont évincées par le progrès technologique, car c'est justement cela le développement technologique, un déplacement qui s'est déjà produit auparavant. Simplement, à chaque fois on nous dit que cette fois-ci, c'est vraiment différent, que cette fois-ci, c'est la fin. On l'a dit de nombreuses fois, mais avec l'IA, cette fois, c'est vraiment la fin. C'est tout. Donc en réalité, ce problème a été résolu, et il l'a été à de nombreuses reprises. Alors, messieurs, tournons-nous vers l'histoire et parlons des raisons de l'apparition des personnes superflues et des dangers qu'elles représentent. Je m'excuse pour celui-ci qui se trouve ici, mais il a été très difficile de le convaincre de rester en bas. Lâche-moi, intelligence artificielle. Le développement de la technique et des technologies conduit inévitablement à une augmentation de la productivité du travail et, par conséquent, à une réduction du nombre de personnes. Avant, il fallait 4 chevaux et 8 personnes pour labourer, alors qu'aujourd'hui, un seul tracteur et au maximum 2 personnes suffisent.
Et encore, c'était Pronti. C'est parce que l'un s'est saoulé, donc il faut qu'il y ait un deuxième à côté pour le remplacer. Donc on produit soit le même volume de services et de biens, soit plus, avec moins de personnes qui ne sont plus nécessaires. Ici on réduit, mais cela ne signifie pas qu'ils sont totalement supprimés. En conséquence, des personnes superflues, exclues de la production sociale, apparaissent. Pourquoi ces personnes superflues deviennent-elles un problème pour l'État ? Et avec leur apparition, il faut, comme on dit, lutter contre cela. L'apparition de grandes masses de personnes sans emploi provoque toujours un risque de déstabilisation de la société, toujours, ce qui devient un problème pour ceux qui détiennent le pouvoir. Je vous demande pardon, il est facile de les mettre sur la bonne voie. Et les émeutes, que nous observons d'ailleurs actuellement aux États-Unis, lorsque parmi les manifestants contre n'importe quoi, la glace, le réchauffement climatique, la défense des personnes transgenres, comme s'ils s'en préoccupaient vraiment, et d'autres absurdités. Oui, il y a beaucoup de gens qui touchent en dessous des allocations, c'est-à-dire qui ne travaillent pas. Les gens doivent travailler, donc il faut qu'il y ait des emplois, c'est-à-dire à 100%. Peu importe que 2 personnes puissent de gagner pour 10, il faut que les 10 travaillent. Posons-nous la question. L'apparition de personnes en trop est-elle un processus permanent ? La raison pour laquelle la crise ne se manifeste pas toujours est une bonne question, et pour comprendre ce qui se passe, il est absolument nécessaire d'y répondre. En fait, parallèlement à l'apparition de personnes en trop, il se produit constamment un autre processus que nous appellerons le deuxième processus, car il est lié au premier, le processus d'absorption des personnes en trop. Tu es une personne en trop, dégage d'ici, dégage, dégage. L'absorption des personnes en trop. Il existe 3 grandes voies d'absorption des personnes exclues de la production. Je veux dire, la première, c'est la plus simple. Donc pendant de nombreuses années, on faisait cela, l'élimination physique, on n'allait pas les fusiller, mais on inventait simplement une guerre et on les envoyait à la guerre. Donc les croisades, il y en a même une qu'on a appelée la croisade des troisièmes fils. Oui, je pense qu'il y avait des raisons particulières à cela. La conquête des colonies, la mise en valeur de nouvelles terres, les conquistadors, les expéditions, les conquêtes coloniales, les Cosaques en Russie, là où étaient envoyés les gens en trop, d'où ils ne revenaient généralement pas, au Moyen-Âge, c'était la voie la plus courante. La deuxième option, c'est la construction de structures absolument inutiles ou peu efficaces. L'histoire connaît de nombreux exemples de ce genre depuis l'Antiquité, comme les pyramides égyptiennes. Je soupçonne fortement que l'un des objectifs était d'occuper le plus de gens possible. La construction de la Grande Muraille de Chine, la fixation des dunes mouvantes en Lettonie dans les années 30 du siècle dernier, la construction massive des autoroutes en Allemagne à la même époque, la mise en valeur des terres vierges. C'était dans les années 50, oui. Pour ainsi dire, j'ai un peu raté ça. Je suis allé dans les terres vierges, mais tout y était déjà construit. Moi aussi, j'ai construit. Mais des étables et autre chose. Le corps civil de protection de l'environnement aux États-Unis, dans les mêmes années 30 d'ailleurs, oui. La ligne Baïkal-Amour, le projet de transfert des eaux des rivières du Nord, heureusement, ce dernier n'a pas été réalisé en Union soviétique. La construction massive de centrales solaires et éoliennes, ces centrales à vent aux États-Unis et en Europe. Je soupçonne qu'il fallait simplement occuper les gens, je ne sais pas, faire une telle idiotie, bien sûr, il fallait avoir un tout autre objectif en tête. Peut-être qu'il y avait moins de personnes impliquées et qu'une autre idée était de voler un maximum d'argent. Tous ces projets d'État, d'ailleurs, on volait en fait très facilement. L'État te payait un supplément si tu construisais quelque chose comme ça, c'est-à-dire que tu le construisais au prix coûtant. Et ensuite, l'État te demandait « mais comment l'exploiter ?» Tout le monde s'en fichait complètement. Que ça ait du sens ou non, ça n'avait aucune importance. Tous ces projets d'État sont économiquement injustifiés, mais ils créent beaucoup d'emplois. Leur objectif principal est de réduire le chômage et d'apaiser les tensions dans la société. La troisième voie, c'est la méthode pacifique la plus efficace pour absorber les personnes en trop, en créant et en satisfaisant de nouveaux besoins. Là, ça va vous sembler un peu étrange, oui, de nouveaux besoins, qu'est-ce que c'est ? Pour cela, de nouvelles technologies, de nouvelles industries et de nouveaux métiers apparaissent. Malheureusement,
Cette voie a été peu utilisée jusqu'au XXe siècle, oui, en raison de l'absence d'un grand nombre de nouveaux besoins de masse. Et on ne savait pas encore les créer car il faut des technologies pour qu'ils soient créés. Je vais expliquer maintenant, en fait, je pense que ce n'est pas tout à fait clair. Oui, alors, à quoi se résument les besoins de la majorité des gens, disons au Moyen Âge, et en général au cours des 5500 dernières années 100? Nourrir pour ne pas mourir de faim. Vêtements simples, une paire de chaussures. En Russie, des laptis, en Europe, sûrement des sabots en bois. Et une maison modeste, une pièce pour toute la famille. Quelque chose pour se chauffer, disons. Si on a ce minimum, on n'a besoin de rien d'autre. Parce que c'est ainsi que vivaient nos arrière-grand-mères, arrière-grands-pères, nos pères, nos grands-pères, nous-mêmes et nos enfants. C'était, comme on dit, la façon de vivre. Mais cette situation a commencé à changer radicalement, à partir du milieu du XIXe siècle environ. Bien sûr, tout part, pour ainsi dire, de Newton, mais le changement radical s'est produit quelque part au milieu du XIXe siècle. La science et la technique ont créé de nouveaux systèmes techniques et de nouveaux besoins pour les larges masses. Tout le monde voulait avoir des lampes à carotène, des montres, des horloges. Tout le monde voulait avoir des samovars. Tout le monde voulait avoir des samovars. C'était un progrès technologique incroyable, et plus tard sont apparus les montres de poche, les automobiles, les appareils électriques et ménagers, et bien d'autres choses encore. Le développement rapide des besoins a conduit à la création d'un grand nombre de nouvelles industries, et par conséquent à l'absorption des personnes excédentaires. Mais il a quitté les champs et a trouvé du travail à l'usine. Ils ont commencé à s'intégrer dans de nouvelles industries, répondant à de nouveaux besoins de masse, et le développement de ces industries engendrait de nouveaux besoins. C'est là tout le charme. Le nouveau en engendrait encore plus. Qui, à leur tour, donnèrent naissance à de nouvelles industries, impliquant toujours plus de personnes. Alors comment se produit exactement cette apparition et cette absorption des personnes en trop ? Dans la société, deux processus opposés sont constamment en lutte. D'une part, en raison du progrès technique, conformément à la loi de l'éviction de l'homme du système, la productivité du travail augmente et des personnes superflues apparaissent dans la société. D'autre part, en raison de la croissance et du développement constant des besoins connus et de la création de nouveaux besoins, le besoin d'une bouilloire électrique est soudainement apparu. De nouvelles industries apparaissent constamment, ce qui signifie donc de nouveaux emplois. Premièrement, il faut amener l'électricité jusqu'à la maison. Deuxièmement, il faut installer tout le câblage à l'intérieur de la maison. Troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, il y a un processus d'intégration de plus en plus de personnes. Cela dépend du processus qui prédomine. Le nombre de personnes temporairement non impliquées dans la production sociale augmente ou diminue et, en conséquence, le niveau de tension sociale dans la société augmente ou diminue également. Il semble que plus il y a de personnes présentes, moins il y a de participants à la production. Pourquoi les crises surviennent-elles malgré tout, me demanderez-vous ? Oui, en réalité, il existe deux voies pour le développement des processus d'apparition et d'absorption des personnes excédentaires dans la société. La première est évolutive, lorsque le nombre de personnes exclues de la production sociale est proche du nombre de nouveaux emplois créés par de nouveaux besoins. La seconde est un processus progressif et uniforme de formation de petits groupes de personnes excédentaires. C'est, excusez-moi, un processus progressif et uniforme de formation de petits groupes et de personnes excédentaires, ainsi que leur adaptation ultérieure à de nouvelles industries grâce à la création d'emplois supplémentaires. Autrement dit, tout se passe lentement, de façon évolutive, passe d'une chose à l'autre, et il y a une deuxième situation de crise, lorsqu'une invention puissante provoque un progrès trop rapide. C'est ce que nous craignons actuellement. Dans un grand secteur, cela exclut immédiatement un grand nombre de personnes de la production sociale. Sur une courte période, cela provoque une augmentation des tensions sociales qui mènent à des crises économiques et politiques. Bien sûr, la rapidité avec laquelle les personnes en trop sont exclues de la production grâce à la nouvelle technologie, c'est cela qui détermine la manière dont se déroulera le processus d'absorption des personnes en trop.
À son tour, cela dépend de deux facteurs: la taille du groupe de personnes qui seront évincées par cette nouvelle technologie, l'intensité de ce déplacement et la rapidité de l'absorption. Par exemple, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il y a eu une mécanisation rapide de l'agriculture: le tracteur, la moissonneuse-batteuse, l'incubateur, les fermes avicoles. Et il a fallu environ 30 à 40 ans pour que la moitié de la population des pays développés soit évincée de l'agriculture. Eh bien, c'est l'horreur, la crise. Non, il n'y a pas eu de catastrophe, car parallèlement à cela, on construisait des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des incubateurs, des élevages de volailles dans les villes. C'est-à-dire que ces personnes ont été nécessaires là-bas pour la production de tout cela et de bien d'autres choses encore dont l'agriculture avait besoin. Donc, l'industrie se développait rapidement, la construction automobile, l'équipement électrique et ainsi de suite. Toutes les personnes déplacées de l'agriculture ont trouvé du travail dans une industrie en plein essor. Voilà ce que craignent ceux qui crient et disent mais que cela n'arrive pas aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Eh bien, parlons-en, de nouveaux besoins sont apparus. Donnez-moi encore, comme on dit, 3 minutes et nous entrerons complètement dans le sujet. Nous arriverons au cœur de la question. Je pourrais simplement le dire sans tout expliquer, mais j'espère que vous comprendrez que c'est important. Nous avons développé de nouveaux besoins. Il ne suffit plus à l'homme de recevoir juste de la nourriture minimale, des vêtements minimaux, une petite maison au toit de chaume. Nous avons commencé à avoir besoin de l'éclairage électrique, ce qui n'existait pas avant, des appareils ménagers. Qu'est-ce que tout cela, en fait ? Une voiture, voire deux, oui, avec la climatisation, s'il vous plaît, et qu'il y ait la radio et que, quand on s'approche, tout s'ouvre et commence à chauffer. Des vêtements variés, pas qu'un seul type. Maintenant, il me faut même construire une pièce spéciale à la maison, petite mais spéciale, où mes vêtements seront suspendus, et que les vêtements de mon épouse ou époux soient ailleurs dans une autre pièce. Combien de pièces faut-il ? Eh bien donc, des meubles variés, confortables, une télévision, et bien d'autres choses encore. Certains besoins ont augmenté au cours des 100, 150, 200 dernières années, et pour les satisfaire, les gens doivent travailler dans de nouvelles industries. Puis la télévision est apparue, ainsi que l'industrie du divertissement, et pour satisfaire ces besoins, il a de nouveau fallu des personnes qui étaient déplacées d'autres secteurs. C'est encore une situation moderne intéressante. Puisqu'il n'y a pas de grand groupe de personnes occupées dans tel ou tel type de production, le déplacement d'une partie d'entre eux lors de l'introduction d'une nouvelle technologie ne peut pas entraîner un exode massif, et donc ne peut pas provoquer de crise. Revenons à l'IA, toi le bandit, revenons à l'IA. Je m'excuse encore une fois. En effet, l'introduction de l'IA entraîne l'éviction d'un grand nombre de personnes, mais cela ne se produira pas d'un seul coup. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord, il y a un manque important de spécialistes en IA capables de mettre en œuvre ces développements. La formation de ces personnes prendra des années. Deuxièmement, il y a la résistance ouverte des syndicats, de la bureaucratie, des partis socialistes d'ailleurs, qui n'ont aucun intérêt à l'introduction de l'IA, car comment vont-ils mobiliser ces gens pour des grèves ? D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, il y a quelque temps, le syndicat des travailleurs postaux de la côte Est des États-Unis, ou du moins de la côte Ouest, je ne sais plus, a exigé qu'il n'y ait aucune introduction de l'IA. Aucune automatisation du chargement, vous vous rendez compte une seconde ? Cela n'allège en aucun cas le travail de nos membres du syndicat, cela ne facilite pas leur travail. Les mêmes scénaristes à Hollywood. Interdire l'utilisation de l'IA. Un tel non-sens, vous pensez, franchement, à mon avis, c'est tout simplement impossible. De plus, cela nécessite d'énormes dépenses énergétiques que la société moderne ne possède pas. La Chine est la plus proche, car pendant que nous dormions toutes ces années, elle construisait des centrales électriques. Donc il est impossible d'augmenter rapidement ses capacités. Il faut 10, 15, voire 20 ans. Ce ne sont là que 3 facteurs parmi beaucoup d'autres, il y en aura sûrement beaucoup, et tous vont ralentir le développement de l'intelligence artificielle. Mais même ces 3 facteurs suffisent à comprendre qu'il n'y aura pas de déploiement massif de l'IA entraînant la création d'un grand nombre de personnes superflues.
En même temps, n'oublions pas que parallèlement à l'éviction des gens de leurs emplois habituels, l'IA crée des conditions pour satisfaire un grand nombre de besoins, qu'ils soient anciens et connus ou totalement nouveaux, dont nous n'avons même pas encore conscience ou que nous pouvons deviner sans vraiment y penser. Par exemple, l'IA permettra non seulement d'analyser la fiche de santé d'un patient, mais aussi de suivre attentivement tout son dossier médical, en le comparant à des situations similaires chez d'autres patients. Cela signifie donc poser des diagnostics plus rapidement et avec une meilleure qualité et soigner les patients plus efficacement. Il existe, comme vous le savez probablement, des robots chirurgicaux, disons. Ce sont seulement des assistants pour les chirurgiens, mais l'IA permettra de réaliser des opérations uniques mieux que tout chirurgien. En effet, ils travailleront avec plus de précision, réfléchiront plus rapidement et contrôleront tous les paramètres du patient pendant l'opération. Ils ne réfléchiront pas pendant 1 minute, mais pendant 1/1000e de seconde. Déjà aujourd'hui, l'IA permet aux inventeurs professionnels de générer des solutions techniques plus rapidement et plus efficacement, c'est-à-dire qu'elle n'invente pas elle-même, mais elle aide dans le cadre de la théorie de la résolution des problèmes d'invention. Cela deviendra un phénomène de masse et accélérera considérablement le développement de la technologie, c'est-à-dire que l'invention avec l'aide de l'IA ne sera plus réservée à ceux qui consacrent leur vie à l'invention, mais à tout le monde. S'il a une idée intéressante, l'IA l'aidera à la développer, à la finaliser et à expliquer comment la mettre en œuvre. Autrement dit, l'IA devient un assistant pour l'homme et son activité créative, aidant à trouver rapidement les informations nécessaires et à formuler clairement ses pensées. La population de la planète vieillit, il y a un besoin de communication, et l'IA offrira une excellente opportunité de maintenir des conversations, en faisant appel à des personnes uniquement en cas de nécessité. Vous savez combien cela améliorera la vie des personnes âgées. Eh bien, je ne parle même pas du fait que cela contrôle le fonctionnement des feux de circulation, des autoroutes, des voitures, d'une ville entière, réduit les embouteillages, économise du carburant, diminue les émissions, il y a énormément d'avantages. Comprenons que même aujourd'hui, il y a de nombreux domaines où il manque cruellement de travailleurs. Il manque terriblement de médecins, d'infirmières, de personnel technique, alors que les besoins en médecine ne cessent de croître. Nous vivons plus longtemps, c'est pourquoi ils augmentent. Parlons maintenant de l'entretien des logements. Aux États-Unis, c'est difficile de trouver un plombier ou un électricien. Pourquoi d'autres personnes ne viendraient-elles pas ici ? Après le Covid, un grand nombre d'écoles ont fermé. Il n'y a pas de système de formation professionnelle. Et il faut en avoir un à nouveau dans toute l'Amérique. Le besoin de millions d'emplois, la construction... Non, le manque de logement, oui, le manque de logement abordable. Ceux qui crient à ce sujet ne savent que prendre et partager, alors qu'il faut construire, et cela demande énormément de personnes. Si nous ne voulons pas faire venir des Tchouktchés de quelque part, je ne veux en aucun cas offenser les Tchouktchés, ni les Mexicains ou qui que ce soit. Encore une fois, je ne veux pas offenser les Mexicains. Simplement, on les utilise, nous voulons utiliser les nôtres, alors il faut les former à cela. Des millions d'emplois sont nécessaires dans le secteur de la construction dans les pays développés, comme la Suède ou le Japon. La plupart des déchets sont recyclés en usine et transformés en matières premières, énergie, engrais ou matériaux de construction. Aux États-Unis d'Amérique, seulement 7% des déchets sont recyclés dans des usines. Je veux dire, et en ce moment, les villes suffoquent en dessous les déchets, regardez seulement New York. La solution à ce problème est à la fois écologique, le recyclage complet des déchets, une demande solvable et des millions d'emplois. Et l'énergie aidera dans ce travail. Et seulement dans ces domaines où les transformations sont attendues depuis longtemps et dont, en général, on ne parle pas. Donc, il ne faut pas avoir peur que l'intelligence artificielle nous prive de travail. Il y a beaucoup de travail, en réalité, il manque de gens pour occuper même les emplois existants. N'oubliez pas non plus que notre population n'augmente pas du tout, c'est-à-dire qu'elle augmente peut-être un tout petit peu, mais surtout grâce à l'immigration. Pour occuper les nouveaux emplois, il faut des gens. Il serait utile de libérer d'autres personnes grâce à l'IA et de les transférer là où elles sont nécessaires.
Il ne faut pas paniquer à propos de l'IA, comme le font les politiciens de gauche et les socialistes, mais travailler, créer, en laissant au marché la possibilité de résoudre ce problème qui n'existe pas réellement. En conclusion, les gens ne perdront pas leur emploi, tout comme cela s'est passé avec les changements dans l'agriculture à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est juste que voilà, la situation va changer. Mais ce qui va se passer plus rapidement, c'est l'éviction. 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 Qu'est-ce qui va se passer plus vite? L'éviction des gens de la production ou la création de nouveaux emplois? Aussi paradoxal que cela puisse paraître, tantôt l'une, tantôt l'autre tendance prédominera périodiquement, comme cela s'est produit au cours des 200 dernières années. De quoi cela dépendra-t-il? Le principal facteur global sera la relation entre la société et l'État. C'est pourquoi il est si important que l'État comprenne ce qu'il fait. Si les relations de marché prédominent dans le pays, la régulation étatique sera réduite au minimum et les entrepreneurs pourront développer rapidement de nouvelles entreprises, le marché absorbant facilement les personnes en surplus, en créant. Écoute, je suis vraiment désolé pour ça, mais je n'y peux rien. Si je l'enferme quelque part, il va hurler comme un fou. Donc, si les relations de marché prédominent dans le pays, la régulation étatique sera réduite au minimum et les entrepreneurs pourront développer rapidement de nouvelles entreprises. Le marché absorbera facilement les personnes en trop et créera sans cesse de nouveaux emplois. On recherchera activement de bons employés, on augmentera leur salaire. Bref, tout se passera comme il se doit. Mais si la bureaucratie prédomine dans le pays, si la régulation étatique crée des obstacles pour les entrepreneurs, alors les entreprises ne pourront pas créer suffisamment de nouveaux emplois, ni absorber ceux qui ont été évincés de la production, et alors la crise sera inévitable. Alors, résumons. Le remplacement des gens par la technologie est-il une loi objective du développement des systèmes techniques? Est-ce que ce processus sera si rapide qu'il provoquera des troubles sociaux? Non, ce ne sera pas le cas, mais il y aura beaucoup de spéculations de la part de divers socialistes et bureaucrates. Il y aura beaucoup d'histoires effrayantes, beaucoup de spéculations, on cherchera à faire peur. Troisièmement, il faut bien comprendre que toutes les histoires effrayantes sur le chômage de masse provoqué par l'IA ne sont rien d'autre que des inventions oisives des leaders socialistes. Il y aura du travail pour tout le monde, messieurs, il y aura du travail pour tout le monde avec l'arrivée de l'IA. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut s'y préparer afin de gérer consciemment les processus sociaux. Et il faut comprendre qu'une économie libre crée un grand nombre de nouveaux produits et services, tout en générant de nouveaux besoins. Un rythme de développement plus rapide que l'apparition de personnes en surplus permettra d'éviter de grandes crises sociales et d'améliorer les salaires et les conditions. Le niveau de vie, du moins en Amérique, oui, pour les autres pays, je ne sais pas, Israël, l'Amérique, j'espère beaucoup. Là-bas, la Grande-Bretagne, l'Australie, je connais. Là-bas, le Japon, la Turquie. Néanmoins, l'IA représente un danger très sérieux, mais tout à fait différent, absolument différent, mais incroyablement sérieux. Et cela devient la base d'une croissance rapide du bien-être des gens. Des masses de machines automatisées contribueront non seulement à fournir à l'humanité de la nourriture, mais aussi un logement de qualité, des vêtements, des chaussures. L'intelligence artificielle aidera les gens dans le secteur des services, dans l'accomplissement de nombreuses autres tâches, et si la croissance de la consommation est limitée, ou si la croissance des besoins ne suit pas celle des possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Des conditions seront créées pour qu'une part importante de la population puisse, sans travailler, recevoir suffisamment d'aide de la société pour vivre de manière tout à fait confortable. Il peut s'agir du bien-être social ou d'un revenu de base inconditionnel. Autrement dit, la société pourra assurer une existence tout à fait confortable, en satisfaisant une grande partie des besoins de base pour une part importante de sa population sans les faire travailler. C'est très tentant pour qui? Pour les personnes peu instruites, socialement peu développées, surtout dans les pays en développement,
pour qui le travail est une obligation pénible, être libéré de la nécessité de travailler pour survivre est tout simplement une bénédiction. Cela se fera avec leur consentement. Vous restez tranquille, ne bougez pas, et nous vous assurerons les besoins de base minimaux, les biens. La création de telles conditions entraînera l'apparition d'une part importante d'une couche parasitaire capable de soutenir le parti qui leur offrira ces avantages gratuits, c'est-à-dire les partis de tendance social-démocrate, les partis de la bureaucratie. La prise du pouvoir par eux conduira à la formation dans la société de quelque chose qui ressemble à un paradis pour souris. Regardez sur Internet ce que c'est. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Univers 25. En anglais, c'est seulement pour les humains, pas pour les souris. Cela peut devenir une catastrophe pour l'humanité, comme cela a été une catastrophe pour les habitants de l'univers 25, c'est-à-dire pour les souris. Un tel développement des événements conduira à un scénario catastrophique et, de mon point de vue, à la disparition de l'humanité, à l'arrêt de la civilisation. L'homme cesse d'être humain sans travail et devient un animal agressif et effrayant, avec une conscience perturbée. L'absence de nécessité de lutter pour la vie, de travailler, n'est pas un bonheur, mais une malédiction pour l'humanité. C'est la catastrophe vers laquelle mène la société à idéologie socialiste, celle que la bureaucratie impose. C'est avant tout le principal danger dans le développement de l'intelligence artificielle. Et ici, Lev Pevsner et moi étions absolument d'accord. On ne peut éviter ce danger qu'en développant les besoins des gens, et cela à un rythme plus rapide que les possibilités offertes par le progrès technique, et en particulier. En réalité, parce que ce n'est qu'un exemple particulier de tout cela. Dans le même temps, notre société doit exclure la situation où tel ou tel de ses membres pourrait ne pas travailler. Prendre soin d'une personne, c'est lui donner un travail qui lui apporte de la satisfaction, et non pas satisfaire tous ses besoins sans qu'elle travaille. Que faire, que faire ? Nous arrivons à la fin, mesdames et messieurs, de notre réflexion. Il faut se concentrer sur le développement de nouveaux besoins. Ça semble fou, n'est-ce pas ? Oui, il faudrait faire l'inverse. On nous a toujours dit qu'il n'y avait pas de besoins, seulement de nouveaux besoins. Il faut développer des technologies qui créent de nouveaux besoins, assurer la création anticipée de nouveaux besoins pour la société et des conditions de marché pour leur mise en œuvre. Cela permettra la création rapide de nouveaux emplois, l'intégration des personnes qui seront remplacées par l'IA. L'une des méthodes capables d'assurer cela est la théorie de résolution des problèmes inventifs. Je recommande vivement à toutes les personnes ayant des capacités créatives de s'y intéresser. D'ailleurs, la chaîne YouTube Tris pour tous en parle. Tris, c'est la théorie de résolution des problèmes inventifs. Justement, Lev Pevsner, il est candidat en sciences techniques, est un maître de cette discipline. Le lien sera dans la description, et pour en savoir plus sur ce dont je vous ai parlé, vous pouvez lire son livre « Civilisation, personnes superflues et intelligence artificielle », qui est disponible en russe et en anglais. Le lien sera dans la description de la vidéo. Alors, récapitulons encore une fois ce à quoi nous sommes arrivés. On essaie encore de vous faire peur. Certains le font pour que vous votiez pour un certain parti, d'autres simplement parce qu'ils veulent gagner de l'argent grâce à la publicité qui sera placée dans leur message sensationnaliste. Et plus ce message est vu, plus il obtient de vues, plus la personne qui a trouvé comment vous y attirer gagnera de l'argent. C'est pourquoi vous lisez des slogans sensationnalistes au lieu de titres pour de nombreux articles et vidéos sur Internet. On peut comprendre les gens, ils essaient tous, avec ces discussions avec vous, de gagner leur pain, leur beurre et un peu de luxe. Par gens, j'entends blogueurs, journalistes, politiciens, etc. Si vous voulez vous préparer à quelque chose, devenez spécialiste en intelligence artificielle, étudiez la TRIZ, découvrez ce que c'est, contactez Lev, enfin pas lui personnellement, ou en tout cas des gens qui enseignent et travaillant dans ce domaine, il vous indiquera où et qui s'en occupe. Il y a beaucoup de livres, j'en ai lu pas mal, si je ne faisais pas mon travail actuel, très probablement je me serais lancé là-dedans.
Voilà, et si vous êtes à un âge où il est difficile d'apprendre de nouvelles choses, ne vous inquiétez pas en réalité, pour votre génération, pour la mienne aussi, pour notre génération à tous les deux. Il y aura suffisamment d'emplois qui sont actuellement nécessaires, au moins aux États-Unis, en Europe, en Israël. Je soupçonne qu'en Australie aussi. Ce qui se passe en ce moment, en réalité, c'est déjà produit, et à de nombreuses reprises, et surtout, cela se produira encore de nombreuses fois. À moins, bien sûr, que notre civilisation ne s'autodétruise, ce qui est aussi tout à fait possible en espérant qu'elle ne s'autodétruise pas, ni nous avec. Jusqu'à demain, jusqu'à notre prochaine rencontre, mesdames et messieurs.